Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans les cours précédents, on a vu comment théoriquement faire un film. Aujourd'hui on passe à la pratique. Aujourd'hui on passe au sérieux. Aujourd'hui on va télécharger, installer Blender ensemble, voir comment fonctionne son interface et on va réaliser notre première image. Tout ça en un seul cours. Ça va être extrêmement cool et tu vas voir que tu vas apprendre plein de trucs. Donc ce que je te propose c'est de ne pas perdre plus de temps et qu'on attaque direct. Évidemment, si tu n'as pas vu les cours théoriques, il faudrait peut-être que tu aies cliqué ici, pour les voir avant, histoire que tu comprennes un petit peu ce que je raconte. Let's go. Alors, on se retrouve du coup sur mon ordinateur. Je vais simplement, tu l'as deviné, aller sur Google, d'accord? Et on va aller sur blender.org. Hein. Je rappelle, Blender, logiciel gratuit, open source, aussi bien, si ce n'est mieux que le logiciel utilisé dans l'industrie, et en plus de ça, lui-même utilisé dans l'industrie. Donc c'est vraiment trop cool, c'est gratuit, c'est simple, c'est facile, mais en plus de ça, c'est ce qu'utilisent les pros. Donc tu peux pas avoir mieux en fait. Tu vas simplement dans Download ici, et tu fais Download. Là, toi, ce sera écrit pour Windows, hein, certainement, ou pour Mac, si c'est sur Mac. Moi, je suis sur Linux, mais peu importe. Et pour Windows, fais méga gaffe à venir télécharger l'installeur et pas autre chose. Tu peux avoir le portable, mais c'est un peu plus compliqué. Et il gère mal les versions. Installeur, c'est très bien. Quand c'est téléchargé, tu n'as qu'à suivre l'installation d'un logiciel très classique. Hein. Il n'y a vraiment rien de fou là-dessus. Tu peux directement ouvrir Blender, c'est tout. Donc, on va ouvrir Blender, et c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc, nous voilà avec Blender devant. Donc, tu as un Blender qui ressemble à un truc comme ça. Alors, peut-être que ta caméra et ton cube sont pas exactement au même endroit, mais c'est pas très important. Dans tous les cas, tu vas avoir cette espèce de truc, qui est une caméra d'ailleurs, hein, cette espèce de truc qui est une lampe et un cube. Alors, on va faire un truc tout bête là. Tout bête. Avant de parler de quoi que ce soit, de qu'est-ce que je regarde et tout, non, on s'en fout. Juste, tu vas prendre ta souris, tu vas faire un cliquer-glisser avec ton clic gauche pour prendre toi tes éléments dans un carré. Voilà, et tu vois, ils deviennent surcolorés orange-jaune. Okay, tu as fait ça et tu appuies sur Delete de ton clavier, donc Supre, d'accord, Supre de ton clavier, pour enlever tes objets et comme ça on se retrouve avec un monde vide et là on peut commencer à parler et à discuter. Donc, comment ça marche? Le premier truc à comprendre avec Blender, c'est que Blender fonctionne par zone. C'est-à-dire que tu vas avoir des zones dans ton interface. Là, j'en ai 4, tu vois. Une ici, une grande, une là et une là. Et ces zones vont avoir différentes fonctions. Elles fonctionnent tous avec la même méthodologie, mais elles ont tous une fonction différente, tout en étant connectées entre elles. C'est-à-dire qu'une action dans une zone peut et va impacter un résultat dans une autre. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre dans Blender, c'est que chaque système de sous-zone, en fait, c'est vraiment comme un petit logiciel à part. Et du coup, tu peux les déplacer, en ajouter, en enlever, etc. Et c'est important de comprendre, avant de commencer à regarder comment fonctionne la 3D, etc., de comment créer et enlever des zones pour que tu puisses être un peu plus, on va dire, à l'aise et confortable dans l'interface de Blender. Parce que si tu n'es pas à l'aise avec ça, ça va commencer à être compliqué. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, tu vois que là, j'ai une grande zone qui est ma zone 3D, d'accord? La zone de mon espace 3D. Et imaginons, j'ai envie de changer cette zone. C'est-à-dire que, tu vois, là j'ai une zone 3D, là j'ai la zone de l'outliner, je vais y revenir, là j'ai la zone des propriétés, même ça je vais y revenir, et la zone de la timeline. Ça c'est assez facile, c'est juste un curseur qui représente le temps. Imaginons j'ai envie de transformer cette zone de 3D en timeline également. Ce n'aurait pas beaucoup de sens, mais juste pour te montrer. Et bien il suffit que je vienne ici en haut, là, à gauche, et je vienne chercher ici timeline. Et tu vois que du coup, mon écran passe en timeline. Et là, tu te rends compte d'un truc, en fait, c'est que n'importe quelle zone peut être n'importe quoi. Si tu as envie de mettre ta 3D ici, tu peux mettre ta 3D ici, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est ridicule, c'est un peu débile, mais tu peux. Donc ça, c'est important, c'est de savoir que tu peux personnaliser et organiser ton Blender absolument comme tu veux, en fait. Tu peux mettre les zones que tu veux. Et justement, tu as peut-être eu l'idée, attends, putain, en fait, il y avait que 4 zones, mais en fait, non, il y en a vachement plus des zones. Et oui, en effet, il y a vachement plus de zones. D'accord? Il y a vachement plus de zones, on les verra au fur et à mesure, ne t'inquiète pas. On va revenir sur la 3D pour l'instant. Donc, là, on doit parler des 4 zones principales de Blender qui sont en fait celles qui sont affichées à l'écran. La zone de la 3D où globalement tu vas passer la majorité de ton temps et c'est notamment de celle-ci qu'on va parler le plus aujourd'hui. La zone de l'outliner. La zone de l'outliner, c'est quoi? C'est simplement, c'est ce qu'il y a dans ta scène mais en liste. Donc c'est une liste des objets que tu as créés ou que tu as importés. Ici, la zone des propriétés, c'est les options de chacun des objets. Donc tu as un objet peut avoir une couleur, une taille, etc., une position, tout va se retrouver dans ces options ici. Donc c'est ce qu'on appelle les propriétés. D'accord? Et ici, enfin, tu as la timeline qui permet de se déplacer dans le temps. C'est surtout utile quand on fait de l'animation. Donc c'est pas pour tout de suite. On va en faire, mais pas tout de suite. Donc ici, on est dans la zone 3D. Mais là, on a vu comment
interchanger les zones, mais on n'a pas vu comment en créer ou en enlever. D'accord? Donc tu peux les déplacer ici, tu vois, je peux venir, hop, les agrandir et les réduire un petit peu comme je veux, mais comment je fais pour créer une nouvelle zone? Bah, pour créer une nouvelle zone, c'est assez simple. Il suffit que j'aille en haut ici à droite, et tu vois, en fait, ma souris, elle va se transformer en une petite croix quand j'arrive sur le coin. Tu vois, hop, petite croix. Pareil, petite croix. Et tu vas voir qu'à chaque coin de zone, en fait, ma souris peut se transformer en cette petite croix. Et là, en fait, quand ma souris est une petite croix, je peux faire deux actions différentes qui vont avoir un impact sur la zone dans laquelle je suis. Si je tire ma souris en faisant un clic et glisser vers l'intérieur. Donc là, tu vois, j'ai ma souris en haut à droite, je tire vers l'intérieur, ça va créer une nouvelle zone. Tu vois, qui va être une parfaite copie de la zone que je suis en train de faire. Et pour valider en fait cette création, j'appuie sur clic gauche. Enfin, je lâche mon clic gauche, pardon. En lâchant mon clic gauche, j'ai deux zones qui ont été nouvellement créées et je peux mettre cette zone, par exemple, ici en timeline aussi, si j'ai envie. D'accord? Mais je me dis, ah, finalement, j'aime pas, j'ai plutôt envie de la fermer. Bah, pour la fermer, cette zone, c'est l'inverse. Tu vas revenir dans le coin supérieur de ta zone et au lieu de tirer vers l'intérieur, tu vas tirer vers l'extérieur. Hop. Donc, je répète pour que ce soit bien clair. Quand tu as ta souris dans le coin d'une zone, si tu tires vers l'intérieur, ça ouvre une nouvelle zone, d'accord, qui est la copie parfaite de la zone actuelle. Si par contre tu tires vers l'extérieur, ça va venir prendre la zone où tu étais à l'intérieur et ça va venir la faire écraser celle d'à côté. Je te montre par exemple ici, nous, pour l'instant, pour cet exemple, on va supprimer la zone des propriétés ici parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc l'idée c'est de venir mettre cette zone-là, on veut qu'elle écrase celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le coin inférieur ici ou ici, hein, les deux ça marche, et je viens simplement tirer de l'intérieur vers l'extérieur. On voit qu'il y a une flèche qui me dit, ah, tu vas faire ça là. Hop. Et du coup, l'outliner est venu écraser mes propriétés. Ok. Ça étant fait, et maintenant que tu sais gérer les différentes zones de Blender, alors petite astuce, hein, tu peux aussi faire clic droit sur le truc là et faire ici vertical split, et ça fait la même chose. D'accord? Bon, au moins tu sais. Et tu faire clic droit et join area, et ça fait la même chose aussi. Bon, voilà. Ça c'est pour l'astuce. Cela étant fait, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va regarder ce qu'on peut faire dans cette vue 3D ici, tu vois. Donc, ici, ce qu'on va faire, je vais te montrer déjà comment créer un objet. On va créer un objet ensemble, on va créer un cube. Alors, pour créer un cube, tout se passe dans le menu Add. Et ça, c'est le premier truc que tu vas voir avec Blender, c'est qu'en fait, tu as déjà les menus de base logiciel comme dans n'importe quel menu logiciel, mais tu as aussi chaque zone a ses propres menus, tu vois. Hop, là, tu as les menus pour la timeline. Alors là, il n'y en a pas pour le... Enfin, tu en as juste un là pour le outliner. Et si je devais voir venir chercher les propriétés, par exemple, tu vois que j'en ai aussi un là, un petit peu ici, etc. Donc, ici, on a vraiment quelque chose qui est intéressant dans le sens où Blender, on a compris comment il fonctionne. On a les menus du logiciel et en fait chaque zone est vraiment indépendante. C'est pour ça que je dis que les zones c'est un petit peu comme des sous-logiciels. En fait, elles font chacun un truc de leur côté, mais elles sont toutes connectées. Et là, tu vois dans le menu Add ici, moi je peux ajouter des trucs, d'accord? Alors sache qu'on va jamais ou très rarement aller chercher les menus ici. En fait, on va plutôt utiliser les raccourcis parce que tu as envie d'être quelqu'un qui travaille rapidement et de pas avoir à chaque fois à aller cliquer n'importe où. Donc tu vas plutôt au lieu d'aller chercher Add ici, tu vas appuyer sur Shift plus A. Shift plus A, ça crée le menu Add à ta souris, d'accord? Shift A, ok? En faisant Shift A, du coup, tu vas aller dans Mesh ici et tu vas créer un cube. Le Mesh, c'est quoi en fait? C'est simplement ce que j'ai expliqué dans la théorie, c'est tous les objets qui sont du type nuage de points. Donc c'est des points dans ton monde, ok? Et c'est ce qu'on peut rendre, donc ça tombe bien. Donc on a créé un cube. Maintenant qu'on a créé un cube, on va regarder comment on peut tourner autour de ce cube, d'accord? Donc déjà on voit que là, il est en surimpression orange, c'est-à-dire qu'il est sélectionné. Pour le désélectionner, je n'ai qu'à cliquer n'importe où dans la vue, sauf sur le cube. Donc je clique n'importe où. Il est désélectionné. Maintenant, comment je fais pour tourner dans la vue? Je veux tourner autour de mon cube. Là, c'est très simple. Je vais simplement appuyer sur le clic de molette et je vais laisser appuyer, je vais bouger ma souris. Regarde, je clique sur la molette et je laisse appuyer. Et là, ça me permet de tourner autour du cube. D'accord? Je te laisse essayer. Alors, c'est bien de tourner autour du cube, mais imaginons mon cube ne le fait pas, mais imaginons il est là. Comment je fais pour aller tourner autour? Parce que maintenant, je tourne plus autour du cube, je tourne au centre du monde qui est vide. J'aimerais pouvoir tourner autour de ce cube-là. Donc, il faudrait que je puisse décaler ma caméra par là. Tu vois? Il faudrait que je puisse, en gros, faire ça avec ma vue. D'accord? Donc, comment je peux faire ça? Eh bien, c'est très simple. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner aussi, mais au lieu d'appuyer simplement sur le clic de la molette, je vais appuyer sur Shift en même temps. Donc, Shift plus clic de molette, et je vais pouvoir, hop, tirer ma vue, tu vois, faire ce qu'on appelle un panoramique vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Et en fait, quand tu sais faire ces deux mouvements, donc tourner autour d'un élément ou faire ton panoramique, là, je peux hop, venir mettre le cube, et du coup, maintenant, je retourne autour du cube, tu vois. En fait, tu sais te déplacer en 3D. C'est bon, c'est fini, c'est gagné. Tu n'as rien à savoir de plus dans le déplacement. Alors évidemment, il y a plein d'astuces, on en reparlera après, mais c'est globalement seulement ce qu'il te faut à savoir. Tourne autour. Et c'est parti. Ok? Tu peux aussi zoomer, simplement en faisant rouler la molette.
C'est voilà, c'est assez basique et assez simple. Alors, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais revenir au centre de mon monde, ici, voilà à peu près. Je vais venir supprimer mon cube, donc je vais prendre le cube, je vais appuyer sur Supr de mon clavier. Je vais venir bouger ma tête ici, je vais me mettre là. Et je vais afficher moi ici de ce côté-là les raccourcis sur lesquels je tape. Comme ça, tu vas voir sur quelle touche je tape sur mon clavier pour que tu puisses comprendre ce que je fais. Donc ici, je vais venir là et je vais appuyer sur Screencast Keys, ok. Et je vais faire plus, d'accord. Tu n'as pas cette option, c'est un plugin de Blender. On s'en fout, tu n'es pas là pour toi afficher tes clés, tu es là pour voir ce que je fais, mais au moins du coup, si un jour tu es intéressé par ça, ça s'appelle Screencast Keys, tape sur Gold, tu trouveras si tu es un petit peu intéressé. Donc ici, maintenant tu vois ce que je fais, tu vois, j'appuie sur tête, tu vois les lettres sur lesquelles je vais appuyer. Donc, cela étant fait, du coup, on va recréer un objet, donc Shift A, et là on va pas faire un cube, mais un Suzanne, ce qu'on appelle un monkey. Alors le monkey, c'est quoi? C'est un objet fait par l'équipe de Blender qui est en fait un petit peu la mascotte de Blender. Ah, et un petit astuce, tu vois que quand moi je tourne, c'est pas les raccourcis dont je t'ai parlé, c'est pas clic de molette, c'est Alt clic gauche et Alt clic de molette. Simplement parce que c'est les raccourcis de Maya. C'est moi qui les ai changés volontairement parce que je viens de Maya et j'avais pas envie de réapprendre à tourner dans la vue avec d'autres raccourcis. C'est pas très important. N'y fait juste pas attention. Donc là, tu vois, Suzanne, c'est en fait le singe, c'est la mascotte de Blender. Okay, et la mascotte de Blender, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser pour faire plein de petites expériences et c'est assez cool et c'est un peu mieux que juste un pauvre cube nul. Et donc, tu vois que ce singe, c'est vraiment un nuage de points. On peut voir les faces, tu vois, face là, face là, face là, comme je t'ai expliqué. On va venir plus tard dans la prochaine vidéo regarder comment modifier ces points. Mais d'abord, moi, j'ai envie de te montrer comment ce singe, on peut le passer de juste le singe en 3D à une image finie. Tu vois, on va faire tout le step du rendu jusqu'à l'image pour qu'on puisse comprendre tout ça. Et du coup, déjà, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà qu'on voit comment on peut déplacer ce singe. Tu vois, comment tu peux déplacer ce singe dans l'espace. Pour déplacer le singe dans l'espace, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur G de ton clavier. G comme grab en anglais, donc pour pouvoir déplacer. Donc G, hop, et tu vois, je peux déplacer mon singe directement sur Blender. Et là, il faut qu'on parle d'un truc parce que là, quand j'appuie sur G et que j'appuie sur clic droit, mon singe il revient et on comprend pas pourquoi et c'est très bizarre. Et là, quand j'ai appuyé sur G, je peux plus tourner dans ma vue. Pourquoi je peux plus tourner dans ma vue? Qu'est-ce qui se passe? Je t'explique ça. Alors, pour ça, il faut que je me remette en grand. 30 secondes pour que je puisse t'expliquer parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est parce que c'est un système assez bizarre en fait. Alors, quand tu fais une action dans Blender, c'est ce qu'on appelle en fait un opérateur. Un opérateur, c'est n'importe quelle action dans Blender. Dès que tu vas faire un truc, créer un objet, peu importe, on va appeler ça un opérateur. Donc l'opérateur, c'est faire un truc. Okay, mais Blender, il a un système qu'on appelle les opérateurs modaux. Ou plutôt, c'est la même chose, le système modal dans un opérateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand tu fais une action dans Blender, bah, cette action, il y a forcément des paramètres, tu vois. Tu peux créer un cube plus ou moins gros. Tu peux déplacer un objet à certains endroits. Donc les paramètres, c'est les variations de cette même action qui vont donner un résultat différent. C'est un petit peu comme tu sais, les fonctions en maths, f, x, a, f de x, et bah x c'est le paramètre, tu vois. Bon bref, peu importe. Et du coup, Blender, il a eu une idée assez intelligente, c'est plutôt que d'avoir, comme dans les autres logiciels, une action où tu vas d'abord régler les paramètres et cliquer sur le bouton pour faire l'action, il s'est dit, ce qui serait mieux, c'est que on ait un système où la personne, elle peut en live changer les paramètres et elle voit tout le temps le résultat. Comme ça, elle peut ajuster parfaitement les paramètres par rapport au résultat qu'elle veut. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le système d'opérateur modal. Donc, en fait, quand tu passes en mode modal dans un opérateur de Blender, toute l'interface de Blender va arrêter de réagir comme elle réagissait avant. Tu pourras plus tourner dans ta vue, tu pourras plus ouvrir, fermer des fenêtres, tu pourras plus rien faire. Le seul truc que tu pourras faire, c'est changer les paramètres de l'opérateur dans lequel tu es et valider ou annuler. Alors valider, quand tu es dans un opérateur modal, c'est toujours pareil. Ou tu appuies sur clic gauche pour valider, ou tu appuies sur clic droit pour annuler. Tu as la même chose avec entrée et espace. Entrée, ça valide, entrée et échappe, pardon. Entrée, ça valide, échappe, ça annule. Et quand tu vas annuler ou valider, ce qui va se passer, c'est que ça va en fait sortir du mode modal et tu vas revenir dans le mode classique de Blender juste une fois qu'il a exécuté ton opérateur. Donc, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est un système qui est ultra intelligent et je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, je vais revenir du coup sur ma 3D, sur mon ordi, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser appuyer sur G. En fait, quand j'appuie sur G, je passe, en fait, là, l'opérateur n'est pas validé. C'est juste une prévisualisation de ce qui va se passer si je valide. Donc là, je suis en mode modal. Et c'est pour ça que je ne peux plus tourner dans ma vue, je ne peux plus venir changer de fenêtre. Tu vois, d'ailleurs, quand je passe sur le bord d'une fenêtre, ma souris revient sur la gauche, tu vois, pour me laisser la possibilité de déplacer mon objet plus loin. Donc, je suis bloqué. Tant que je n'ai pas validé ou annulé cet opérateur, je ne peux rien faire d'autre que de déplacer mon objet. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'en fait, les paramètres de l'opérateur déplacement, hein, c'est un opérateur qu'on utilise là, en fait, il n'y en a que 3. C'est la position de l'objet, X, Y et Z. Et comment tu fais pour modifier ces positions d'objet X, Y, Z? En fait, tu peux bouger ta souris. Alors, ce qui est encore plus ouf dans cet opérateur, c'est qu'en fait, tu peux venir bouger ta souris de manière à ce que l'opérateur de déplacement réagisse différemment. Tu vois, pour l'instant, là,
Suzanne, il se déplace un peu n'importe où, et d'ailleurs, on peut le voir ici en haut à gauche, hein, tu as, tu vois, distance X, Y et Z. Donc, c'est bien, mais je sais pas trop où est-ce qu'il se tourne. Imagine, moi, je veux le faire déplacer que sur la profondeur, là, donc ce qu'on appelle l'axe Y en vert. Comment je fais si je veux faire ça? Bah, en fait, il suffit que j'appuie sur Y. Si j'appuie sur Y ici, pouf, là, tu vois que maintenant, Suzanne, il se déplace que sur Y, comme s'il était collé à Y, tu vois. Si j'appuie sur X plutôt, hop, Suzanne se cale que à X. Encore une fois, les raccourcis Y et X ne sont pas des raccourcis Blender. C'est des raccourcis qui sont spécifiques à cet opérateur de déplacement. Si tu utilises X et Y quand tu es dans Blender sans avoir activé l'opérateur de déplacement, donc sans avoir appuyé sur G avant, ça va faire autre chose. D'ailleurs, X, c'est pour supprimer un objet. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça rend en fait un système où Blender, pendant un temps temporaire, te permet d'utiliser des raccourcis complètement différents pour valider une option. Et d'ailleurs, tu peux voir les raccourcis ici tout en bas de mon écran. D'accord? Tu vois tout en bas de mon écran, je peux pas le montrer avec ma souris, mais tu as confirme, cancel, X, Y, etc. Donc tu peux utiliser ces éléments-là pour directement gérer ton truc. Tu vois, si j'appuie sur C, ça va enlever du coup la contrainte X que j'ai mis. Donc X, Y, Z pour l'axe du haut. D'accord? Je peux faire Shift X et ça fait l'inverse. D'accord? Ou Shift Z. Et ça va venir déplacer mon objet sur tous les axes sauf celui de Shift. Donc Shift Z, ça fera sur l'axe Y et X. Shift X, ça fera sur l'axe Y et Z. Donc tout sauf X. Shift Y, ça fera sur l'axe X et Z. D'accord? Et C pour revenir du coup sans contrainte. Ok? Tu peux appuyer sur CTRL aussi pour snapper à la grille. D'accord? Tu vois, ça se snap en 1 de 1. D'accord? Tu peux faire plein de choses. Je te laisserai aussi pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est en regardant ce qu'il y a en dessous. Pour l'instant, nous, on s'en fout. Tu as automatique contrainte, tu vas pouvoir dire de snapper aux axes carrément. Bon, pourquoi pas. Hop. Ok, bon. Donc, c'est vraiment ici le truc à retenir. Et un truc intéressant, c'est si tu appuies sur Shift, tu peux te déplacer beaucoup plus lentement. Tu es beaucoup plus précis. D'accord? Ça, c'est vraiment la manière dont fonctionne un opérateur modal dans Blender. Et pour le valider, du coup, imaginons que je veux le déplacer, bah, je le déplace sur X un peu plus loin. Et je veux le valider, j'appuie sur clic gauche. Et là, tout de suite, quand j'appuie sur X maintenant, ça va me demander si je peux supprimer l'objet, tu vois. Parce que je ne suis plus dans l'opérateur modal. Je suis revenu en mode normal. Je suis dans Blender, je peux me déplacer normalement, etc., etc. D'ailleurs, imaginons que tu te déplaces et tu te retrouves complètement là dans la vue et tu te dis putain merde, où est-ce que je suis? Comment je fais pour revenir et tourner autour de ma scène? Et bien en fait, il faut que tu sélectionnes un objet. Alors, tu peux sélectionner en cliquant ici dans l'outliner directement sur l'objet Suzanne et tu appuies sur le point de ton pavé numérique. En appuyant sur le point de ton pavé numérique, tu vois que ma caméra va venir se focus sur l'objet. Et maintenant, quand je retourne, ça tourne autour de l'objet. Donc ça me permet de jamais être perdu en fait. Je peux revenir sur ma scène en appuyant sur le point de mon pavé numérique après avoir sélectionné un objet. Donc là, on a vu comment déplacer. Mais en fait, c'est intéressant parce que alors si je déplace et je veux annuler, hein, je dis en fait, je peux le déplacer, clic droit. Du coup, ça remet l'objet au même endroit. Et ben c'est marrant parce que les opérateurs pour tourner un objet et l'agrandir ou le rétrécir marchent de la même manière. Donc pour tourner un objet, c'est R pour rotate, rotation. Hop, et tu vois que je peux tourner un objet. Et là, en fait, l'axe de rotation, c'est sur les 3 axes en même temps. Donc je sais pas trop ce que je fais. Par contre, si j'appuie sur X, bah, ce sera seulement sur X. Si j'appuie sur Y, ce sera seulement sur Y. D'accord? J'appuie sur Z, ce sera seulement sur Z. Ok? Encore une fois, clic gauche pour valider, clic droit pour annuler. Si j'appuie sur S, pareil, ça l'agrandit, mais si je veux l'agrandir seulement sur un axe, donc venir l'étirer, tu vois, hop, X, ça va l'étirer seulement sur X. Y, etc., etc. D'accord? Donc maintenant qu'on a ça, on va reprendre notre sujet, on va dire, ok, on s'est bien amusé, j'aimerais que tu reviennes au centre du monde, histoire que je reparte de mode base. Pour ça, c'est très simple, tu vas appuyer sur Alt et le truc que tu veux clear. Donc ça sert à clear, c'est propriété, et la lettre que tu vas définir avec Alt, ça va représenter la propriété que tu veux clear. Et bah, pour savoir quelle propriété tu veux clear, c'est très simple. Donc clear, c'est un nettoyer, remettre à zéro. G, ça va être la position. R, ça va être la rotation. S, ça va être les scales. Hein. Donc si je fais Alt G, ça va remettre mon singe au centre, puisque je l'ai déplacé. Encore une fois, c'est les mêmes raccourcis, c'est assez logique. Si j'appuie sur Alt R, ça va enlever ses rotations. D'accord? Alt R, Alt G. Okay. Maintenant qu'on a ça, du coup notre singe il est tourné, il est là dans la scène, j'aimerais, on va le déplacer, on va faire une petite scène sympa, on va le mettre un petit peu, tu vois, sur un truc un peu cool et tout. Donc ici je vais créer un plan pour faire un sol, tu vois. Donc pour créer un plan, Shift A, Mesh, Plane. Okay. On va agrandir ce plan en appuyant sur S, d'accord. Et je vais déplacer mon singe sur le haut, donc je vais appuyer sur G, Z, d'accord, G pour le déplacer, Z pour me coller à l'axe Z, hop, je vais le déplacer ici, et je vais le tourner sur X, hein, tu vois, l'axe rouge c'est l'axe X, donc R pour le déplacer, X pour le tourner sur cet axe, et on va le mettre voilà, hop, sur le plan, et on va le remonter un petit peu, du coup toujours GZ, hein,
histoire que ça colle après. Donc, hop, je t'invite à t'entraîner, hein, c'est un petit coup de main à prendre, hein, les raccourcis un petit peu, voilà, G et une autre lettre, R et une autre lettre, etc. Mais c'est vraiment important que tu les aies. Donc là, on a Suzanne qui est mis, on va le mettre un petit peu de travers, histoire que ce soit un petit peu, voilà, un peu plus sympa. Et là, on a une scène. On est cool, on se dit, on a notre Suzanne. Maintenant, comment on fait pour rendre Suzanne? Comment on fait pour que Suzanne il sorte de Blender et que ce soit une image à la fin? Parce qu'à la fin, je te rappelle, hein, en 3D, à la fin, on veut des images. Je sais pas si tu te souviens de la théorie. Donc, pour ça, il faut deux choses. Il faut, une première chose, c'est une caméra. Une caméra, c'est un petit peu tes yeux, c'est ce qui va faire pouvoir sortir l'image. T'as pas de caméra, tu peux rien faire. Donc, il faut créer une caméra pour dire à Blender, ok, à quel endroit tu veux te mettre pour prendre l'image, pour prendre la photo. Donc, c'est très simple ici pour créer une caméra. C'est toujours dans le menu Add ici. Donc, ici, Add ou Shift A. Et bah, sans trop de surprise, caméra. Voilà. D'accord, alors tu ne le vois pas, mais elle a bien été créée. Hein. En fait, elle est dans le singe. Donc, pour la voir, d'ailleurs, tu peux passer ce qu'on appelle en mode wireframe. En mode wireframe, c'est tout devient transparent pour voir à travers. Alors, pour passer en mode wireframe, ici, c'est là. Hop. Et tu viens cliquer ici sur le petit bouton ici, là. Non, pas celui-là, pardon. Où est-ce qu'il est, le petit bouton? Ah Là. Wireframe. Non, c'est pas celui-là. Je croyais que c'était là, mais en fait, il n'y a pas là. Ici, pardon. Voilà. Mode wireframe, pour voir à travers. Alors, tu as deux modes. Tu as le mode ici, wireframe, donc tu vois à travers, mais tu vois encore tes objets normalement. C'est un peu, donc c'est ce qu'on appelle le mode X-ray. Ou tu as vraiment le mode wireframe, genre vraiment, c'est juste purement des lignes de fer. D'accord? Donc, moi, je préfère ce mode-là, je vois mieux. Mais peu importe. Et déjà, tu vois que j'ai bien ma caméra. Et ma caméra, je vais la déplacer. D'accord? Donc, je vais la mettre ici. Donc, je vais la mettre ici. Puis, je vais faire hop, voilà. Et ce qui est bien, c'est que bon, j'ai ma caméra, mais comment je fais pour voir ce qu'il y a dedans? Parce que c'est un peu relou quand même de pas pouvoir voir ce qu'il y a dedans parce que je vois pas ce que je regarde là. Qu'est-ce que je vais rendre? D'ailleurs, je vais revenir dans cette vue. Alors, pour voir ce qu'il y a dans ma caméra, en fait, c'est simple. Tu prends ta caméra ici et tu appuies sur CTRL. D'accord? CTRL. Et tu appuies sur le 0 de ton pavé numérique. D'accord? CTRL et 0 de ton pavé numérique. En faisant ça, ce qui se passe, c'est que ta vue va venir se mettre dans la caméra. D'accord? Et comme ça, tu vois ce que voit ta caméra. Et ta caméra, elle voit ce qu'il y a dans le carré ici. D'accord? Alors évidemment, c'est pas ouf parce que du coup, là, on voit pas bien. Mais ce qu'on peut faire, c'est se mettre dans le contrôle ici et on peut tourner notre caméra. D'accord? En appuyant sur R. Et enfin, pourquoi ça marche? Parce que évidemment, j'ai sélectionné ma caméra d'abord. Elle est sélectionnée là, ici. Je peux la cliquer ici pour la sélectionner. Le problème, c'est que là, R, bon, bah, ça fait n'importe quoi. Moi, j'ai plutôt envie que ma caméra, elle tourne comme ça, tu vois. Et là, bah, ça tombe bien, en fait, c'est R, Z, parce que le Z, c'est l'axe du haut. Donc, j'appuie sur R, sur Z, et là, hop, je peux tourner ma caméra et revenir la placer correctement. D'accord? Alors c'est bien tout ça, mais le truc c'est que si tu n'avais pas placé ta caméra correctement avant, tu es un peu bloqué. Donc là il va falloir que je te montre 2-3 petites astuces pour pouvoir déplacer ta caméra correctement, sortir de ta caméra, re-rentrer dedans, bref. Alors déjà pour sortir de la caméra, c'est le raccourci juste 0 du pavé numérique. Quand j'appuie sur 0 du pavé numérique, ça sort et ça rentre dans la caméra. Pourquoi tout à l'heure on a appuyé sur CTRL 0? Parce qu'en fait, avant, il fallait dire à cette caméra que ça c'était ma nouvelle caméra. Parce que tu peux avoir plusieurs caméras dans ta scène, mais tu peux en avoir une seule active. Donc pour rendre la caméra sélectionnée active, c'est CTRL 0 du pavé numérique. Par contre, une fois que tu as ta caméra qui est active, c'est juste 0. Pour te montrer, hein, je ne le fais pas, mais tu vois, là j'ai deux caméras. Il y en a une avec un carré noir et une avec un carré transparent. C'est le carré noir qui est actif. Si je veux qu'elle passe active, j'appuie sur CTRL pavé numérique, du coup, et on voit en fait que si je ressors du pavé de ma caméra, maintenant c'est celle-ci qui est active parce que celle-ci est le carré noir. Bref, bon, c'est pour te montrer. On va re-rendre celle-là active, CTRL 0, d'accord? Voilà, et on est bon. Maintenant qu'on a ça, du coup, j'aimerais pouvoir déplacer ma caméra, mais voir en même temps ce que je fais, parce que là, c'est un petit peu chiant. Et là, tu te dis, est-ce qu'on n'a pas, on ferait pas ce qu'on fait en début de cours, on va faire une nouvelle zone 3D pour avoir la vue de caméra en même temps et la 3D. Et oui, et bah c'est bien, t'as bien compris. Donc je vais faire une nouvelle vue 3D, ici, je vais venir dans le coin ici, je vais venir tirer vers l'intérieur, et dans cette vue 3D-ci, je vais me mettre dans ma caméra. Et ce qui est cool, c'est que quand je me mets dans cette vue 3D-ci en caméra, là, ça ne bouge pas. Elles sont pas liées, en fait. Donc ça, c'est trop bien. Encore une fois, quand je te dis que c'est sous logiciel à chaque fois, c'est vraiment ça. Hein. Donc ici, hop, j'appuie sur 0 de mon pavé numérique, je suis dans ma caméra. Et là, si je déplace ma caméra dans cette vue-là, tu vois que ça se met à jour ici. Je peux voir ce que je fais. Ok, cool. Alors c'est bien, mais en vrai, c'est encore pas ouf. T'es pas très précis pour bosser, parce que hein, quand tu mets ta caméra, tu vas être vraiment très précis sur ce que tu fais. Le meilleur moyen de placer sa caméra, c'est de venir rester dans une seule vue. Alors je rappelle, pour fermer une vue, hein, tu viens ici et tu prends de l'intérieur et tu vas vers l'extérieur, toujours au clic gauche. Et en fait, c'est de venir dire à Blender, quand je tourne, je veux pas que je sorte de ma caméra. Parce que tu vois, là, si je suis dans ma caméra et je m'amuse à tourner ma vue, ma caméra, je sors de ma caméra, en fait. C'est comme si ma caméra, en fait, était juste devant moi et qu'en fait, moi, je me décale. Tu peux dire à Blender, non, moi, je veux que ma caméra, elle suive quand je tourne. Comment je fais? Je passe en vue de caméra. J'appuie, du coup, sur ce petit panneau N ici. Il y a un petit panneau ici que tu peux ouvrir avec ta flèche, mais sinon, tu peux appuyer sur N pour l'ouvrir. D'accord? C'est un panneau d'options, mais spécifique à la vue 3D. D'accord? Je vais revenir dans d'autres cours, on va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans ce panneau d'options, tu as un espèce de sous-option, un sous-panel ici View, qui en fait correspond à tous les paramètres que tu peux changer dans ta vue. D'accord? Et en fait, il y a un truc ici qui s'appelle Lock
caméra, tu vois ici. Lock camera to view. Lock camera to view. Si je coche ça maintenant et que je ferme le panneau N, j'en ai plus besoin, et que je déplace ma vue, maintenant la caméra bouge avec. D'accord? Et on peut voir ensemble ce qui se passe à côté. Hein. Regarde, si je sors de ma caméra ici, on va voir ma caméra bouger, tu vois, directement en live ici. C'est pas cool ça? Si, c'est cool. Évidemment que c'est cool. Donc, ce qui est cool, tu vois, c'est que je peux placer ma caméra comme ça, sans être emmerdé à devoir sélectionner et tout, c'est super chiant. Donc ça, je vais fermer, et maintenant, je vais mettre ma caméra, et je dirais que Suzanne, il serait stylé, genre, je sais pas, genre comme ça. Ouais, là, c'est cool. Hop, voilà. Ok. Ma caméra est en place. Alors, on a une caméra, mais en fait, on peut toujours pas faire de rendu, parce qu'en fait, on n'a pas de lumière. Et oui, et on est d'accord que logiquement, quand on fait un rendu dans la vie de tous les jours, il y a la lumière. S'il n'y a pas de lumière, tout est noir. Et bah, la 3D, ça marche pareil. Il a besoin de créer de la lumière, donc on va faire une lumière. Alors, le truc, c'est que on va devoir faire cette lumière, mais on ne va pas pouvoir la visualiser. Donc, je vais te montrer deux trucs là. Comment créer une lumière et comment la visualiser. Parce que tu vas voir que c'est pas du tout évident. Alors, je vais sortir de ma caméra juste pour voir ce que je fais, où est-ce que je sont mes lumières, etc. D'accord? Et à partir de là, je vais venir mettre deux vues. Je vais mettre ici une vue de mon rendu qui sera là. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus accès à ma vue ici. Ok, il avait freeze. Autant pour moi. Hop. Donc, je vais créer une vue ici. Voilà. Ça sera ma vue de caméra, d'accord? Et là, ça va être ma vue de 3D. Donc ça, c'est juste pour voir ce que je fais, d'accord? Et là, ça va être pour travailler, en fait. Et d'ailleurs, je vais ici, d'ailleurs, supprimer le lock de caméra parce que j'ai pas envie de, par erreur, rebouger ma caméra sans faire exprès en tournant ici. Donc, je vais venir ici, redéplacer et décocher le caméra lock to view. Comme ça, si je me déplace par erreur ici, ça me redéplace pas ma caméra. Ma caméra, elle est bien ici, j'ai plus envie de la bouger. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais me dire, très bien, je veux créer une lumière. On va créer une lumière ici dans Shift A, Light, et on va créer un Sun. Il y a plein d'autres lumières, je vais en parler de comment ça marche, etc. Évidemment dans d'autres cours, mais pour l'instant, l'idée c'est juste de te montrer tout le process pour créer une image, on va pas s'attarder là-dessus. Donc je vais créer un Sun ici. Un Sun, c'est vraiment, comme son nom l'indique, hein, c'est un soleil. Hein. Et ton soleil, tu vois, en fait, ça te crée une espèce de douche comme ça. Et en fait, simplement, tu peux choisir, en fait, comme le soleil est très très loin, tu peux juste choisir la direction de où est-ce que ça éclaire. Donc le fait de déplacer ton soleil, ça ne change rien. Par contre, quand tu le tournes, ça va avoir un impact. Le problème, c'est que là, bon, ok, je le tourne, mais sans déconner, bah, je vois rien en fait, il n'y a pas de lumière dans ma scène là. C'est ce que je t'expliquais, c'est qu'en fait, avant, il va falloir montrer et demander à Blender de montrer cette lumière. Et pour montrer la lumière, en fait, là, on est en mode solide. Donc, on a vu deux modes pour l'instant, le mode wireframe qui est là, et le mode solide. Maintenant, on va passer en mode matériaux. Et le mode matériaux, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le mode prévise. C'est aussi le mode Eevee pour les intimes. Le mode prévise, c'est quoi? C'est simplement un mode qui fait, en gros, quasiment comme en rendu, mais par contre en ratérisation. Rappelle-toi, on a parlé des modes de moteur de rendu, ratérisation, lancer de rayon. Et ben le mode prévise de Blender, c'est un mode en ratérisation, c'est pour voir ce qui sera rendu, mais beaucoup plus vite. Et du coup, en ratérisation et pas en lancer de rayon. Donc beaucoup plus performant. Donc pour ça, tu appuies ici, là, pour passer en mode ratérisation. Paf. Et là, du coup, j'ai ma vue et on voit qu'il n'y a toujours pas d'ombre, mais j'ai quand même une lumière. Alors comment je sais que c'est une lumière? Bah regarde, en fait, il suffit de tourner mon soleil et on voit qu'en fait là, il y a bien une lumière, on voit bien que la luminosité change un petit peu. Alors pourquoi elle ne change pas beaucoup? Parce que là, Blender ne prend pas en compte ma lumière en fait. De base, Blender, et ça c'est vraiment bizarre parce que on aurait envie que Blender prenne de base en compte notre lumière, mais il le fait pas. Parce que Blender il est comme ça. S'il y a bien un truc qui est bizarre dans ce logiciel, c'est que les paramètres par défaut sont toujours un peu bizarres. Donc on va dire à Blender, s'il te plaît, prends en compte la lumière parce que je l'ai pas créé pour rien en fait. Donc pour ça, il faut que tu ailles dans les petites options, la petite flèche ici, qui sont en fait les options de la vue active. Tu vois, quand je suis là, les options ici changent. Tu vois. À chaque fois, les options changent. Donc là, c'est les options de la vue active, du mode actif plutôt. Et tu vas me dire, s'il te plaît, prends en compte les lumières de la scène. Donc tu fais ça et tu dis, ok, prends en compte les lumières de la scène, merci. Et d'ailleurs, on va aussi prendre en compte les lumières, le world de la scène. Je reviendrai sur ce que le world après. Ne te prends pas la tête pour l'instant avec ça. Et voilà. Et là, maintenant, quand je bouge ma lumière, tu vois que, ah oui, j'ai des ombres et c'est trop beau. Ok, donc ça c'est cool, d'accord? On peut l'activer aussi dans cette vue-là. Hein. Il suffit d'aller activer le mode. Voilà. Et attention à bien refaire l'option ici. Tu vas me dire, c'est éclaté comme système. Je te dirais, oui, mais c'est comme ça. Désolé. Donc, maintenant que ça c'est fait, tu vois, j'ai ma lumière et je peux faire, waouh, trop bien. Et je peux éclairer mon singe. Et du coup, on peut faire un truc comme ça, genre, ouais, yes. Avec une ombre bien, tu vois, une ombre un peu tranchée là. Genre, coucher de soleil, c'est un peu stylé. Alors, c'est bien beau tout ça, mais on se rend vite compte que c'est pas très beau en termes de rendu. Genre, tu vois, l'ombre elle est un peu pixelisée. C'est pas des masses ouf. Encore une fois, c'est parce que c'est une preview. C'est un moteur de rendu à ratérisation, pas à en lancer de rayon. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donnerait vraiment en rendu. Donc, pour ça, on va passer en mode rendu en lancer de rayon. Et là, le problème, c'est que toi, tu vas faire ça et ça fera pas ça. Toi, tu vas passer en mode rendu et ça va rien changer, tu seras toujours en ratérisation. Alors que moi, tu vois, c'est bien beau et tout. Et là, on est vraiment en lancer de rayon, on voit les rayons qui se sont lancés, etc. Pourquoi toi, tu peux pas? Parce qu'en fait, ton moteur de rendu par défaut dans Blender, c'est Eevee. Et le moteur de rendu par défaut définitif de Blender, c'est un moteur de rendu à ratérisation, qui est Eevee. Mais toi, tu veux pas un moteur de rendu par ratérisation. Tu veux un truc beau, tu veux un truc stylé, tu veux un moteur de rendu à lancer de rayon.
tu as un moteur de rendu qui s'appelle Cycle. Et du coup, il faut juste changer le moteur de rendu par défaut. Et pour ça, c'est très simple. Tu viens juste ici dans tes propriétés temporairement, d'accord? Et tu viens dans moteur de rendu, le petit appareil photo ici. Et là, dans Render Engine, tu mets genre Cycle et non pas Eevee, d'accord? C'est tout. Il y a juste ça à faire. Quand tu as fait ça, du coup, il va repasser en rendu. Et là, logiquement, si tu fais ça, ici, là, tu es en Eevee, en fait. Et là, tu passes en Cycle. Et là, du coup, tu vois directement le rendu que tu fais. Alors, ça se peut que ton rendu soit un petit peu super long même, que ça galère de ouf et tout. Et là, ça dépend de ton PC, mais il y a de grandes chances que tu aies une carte graphique parce que tu sois un petit peu gamer. Et du coup, ce qui serait bien, c'est de dire à Cycle, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire le rendu sur ta carte graphique? Je vais pas expliquer pourquoi. Ce serait trop long et c'est pas le sujet de la vidéo, mais quand tu fais le rendu sur ta carte graphique, surtout si tu as une bonne carte graphique, c'est beaucoup plus rapide que si tu fais sur ton processeur. Pareil, si tu comprends pas ce que c'est une carte graphique et un processeur, c'est pas très important pour l'instant. J'en parle, je vais en parler dans d'autres cours et j'en parle aussi sur les différentes petites formations qu'on a sur le site. Tu peux aller voir si ça t'intéresse, c'est gratuit. Mais pour l'instant, te prends pas la tête, juste il faut que tu ailles ici et que tu mettes GPU Compute. Et là, tu vas me dire, mais non, Romain, je fais GPU Compute, mais moi c'est grisé. Je dis, c'est normal, t'inquiète, c'est parce qu'il faut dire à Blender quelle carte graphique utiliser. Et pour ça, il faut aller dans les préférences. Donc tu vas ici dans Edit. Préférences. Il va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et tu vas dans Système. Et là, en fait, tu vas aller dans là et tu vas dans Optics et tu choisis ta carte graphique. D'accord? Si tu n'as pas de carte graphique Nvidia mais une carte graphique AMD, bah, c'est simplement One API et tu choisis ta carte graphique, mais c'est la même chose. Si tu as une carte graphique Intel, ce qui est franchement chelou, mais il paraît que ça existe, tu peux aller ici dans HIP. Et là, du coup, tu peux, une fois que c'est fait, tu fermes ta fenêtre et là, tu vas pouvoir sélectionner GPU Compute et là, c'est bon. D'accord? Donc, on a une lumière, on a un objet, mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que tu vois, c'est gris. Et en fait, c'est parce qu'on a un monde dans notre monde qui est gris. Donc en fait, notre monde n'est pas totalement noir, l'entièreté de notre environnement est gris. Ok. Alors on va faire un truc un peu stylé, ce serait quand même cool de ne pas avoir un truc gris, tu vois, dans notre environnement, ce serait plutôt d'avoir un ciel, tu vois, ça paraît un peu logique. Donc comment on va faire un ciel? Pareil, du coup, c'est très simple. Là, tu vas rester dans la outliner, dans les propriétés, pardon, et tu vas ici dans les paramètres de monde. Les paramètres de monde, simplement, voilà, les paramètres qui vont déterminer de quelle couleur sera ton monde. Et tu vois, ici, il est gris, et ben on va le mettre bleu, tout simplement. Bleu clair. Voilà. D'accord? Voilà. Et là, par contre, ici, tu vois qu'on est toujours en mode. On n'est pas en. Là, on est en rendu, cycle, lancer de rayon. Là, on est en mode ratérisation. Donc là, on va venir ici changer et repasser en rendu, lancer de rayon. Okay, et là, je vais prendre ma lumière et je vais lui demander d'être plus forte. Encore une fois, tu te rends compte, hein, bizarrement, dès que je change des paramètres, hein, ça se passe dans le panneau des propriétés. Hein, c'est pas pour rien. Hein. Encore une fois, si tu l'as pas, hein, ça se passe ici, propriété. Et du coup, bah, je peux venir sélectionner ma lampe. Et tu vois que en fonction de quand je sélectionne quoi et quoi, tu vois, les options ici changent. Tu vois. Et là, hop, tiens, j'ai les options de lampe justement parce que j'ai sélectionné une lampe. C'est fou. Hein. Et là, je clique ici et je peux changer la puissance de la lampe. Et là, je vais augmenter. Je vais la mettre genre à 7-10. Tu vois, voilà. Et en fait, une petite couleur un peu jaune parce que pourquoi pas, c'est stylé. Et là, du coup, tu vois, j'ai mon singe sur ma scène et qui est là, qui remplace. Et on a fini en fait. On a notre première image qui est là. Et la question de se dire, c'est que on pourrait en faire plein de trucs, mais là, juste, on a envie de. Voilà, on a fini. On va juste voir comment mettre de la couleur à notre singe. Et ouais, on va mettre de la couleur parce que pourquoi pas. Donc, pour mettre de la couleur à notre singe, c'est très simple. Tu vas prendre ici le singe. Donc, tu le sélectionnes, d'accord? Donc, tu vois que tu peux sélectionner, en gros, quand tu sélectionnes toutes les options qui vont être affichées, ça va être les options de l'objet sélectionné, d'accord? Et ici, tu peux aller dans ce qu'on appelle les matériaux ici, d'accord? Pareil, je vais pas détailler exactement le process parce qu'on va y venir sur les prochaines vidéos, mais juste tu fais comme moi, tu appuies sur New, ça va créer un nouvel matériau. En fait, un nouveau matériau, il faut que tu imagines que c'est un nouveau système pour faire de la couleur. Voilà, nouveau système pour faire de la couleur sur ton objet. Et là, ici, tu as le premier truc qui s'appelle Base Color, et tu changes, et tu mets rouge. Et là, bam! C'est ouf, c'est pas cool. Ok. Donc ici, c'est cool. Donc on va faire un genre, je sais pas moi. Bon, allez, rouge, allez, rose. Rouge. Allez, rouge. Et lui, on va lui faire un sol. On va faire aussi une nouvelle couleur. Et le sol, on va le faire noir. Parce que bon, voilà. Et voilà, on a un premier truc. Et on va agrandir le sol histoire qu'on ait un espèce d'horizon. Donc on va taper ici, on va agrandir. Et là, on se dit, mais je veux l'agrandir beaucoup. Comment je peux faire pour l'agrandir beaucoup sans que je galère avec ma souris? Bah, tu peux faire S et tu peux taper le nombre de fois où tu veux l'agrandir. Donc tu appuies sur S et tu appuies genre 100, 1, 0, 0. Bam! Du coup, tu vois que ça agrandit en grand. D'accord? Alors je vais refaire parce que ce petit bâtard, je vois qu'il m'avait pas mis mes raccourcis ici. Donc je vais venir ici, remettre mes raccourcis. Hop, voilà. Tac. Et du coup, regarde si je fais S100. Ah non, mais en fait, juste il affiche pas en fait ce petit bâtard. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Et du coup, là, on a un horizon et on peut faire un rendu. C'est quand même cool, non? Voilà. Donc, il y aurait encore plein de choses à voir, mais au moins là, t'as réussi à faire ta première image. C'est quand même sympa. Alors la question, c'est que, ok, j'ai une première image, c'est très bien. Mais pour l'instant, elle est toujours dans ma 3D. Comment je fais pour la sortir? Moi, je veux une image à la fin, normal. Et bah c'est très simple. En fait, le raccourci pour sortir une image dans Blender, c'est très simple. Il faut que tu appuies sur F12. Donc tu appuies sur F12 et ça va te rendre ton image. Regarde, hop. Et voilà. Et tu as ton image. Et elle est finie. Alors ça peut peut-être prendre plus de temps. Toi, ça va certainement prendre plus de temps parce que tu as les paramètres par défaut de Blender qui sont pas très optimisés, mais c'est pas grave. Tu attends un petit peu, on en parlera plus tard. Et là, une fois que tu as ton image, bah, pour l'enregistrer, c'est simple. Il suffit de faire Alt S. Voilà. T'es là. Je recommence. T'es là. Et si tu fais Alt S. Et là, tu vas pouvoir enregistrer ton image directement. D'accord? Et pour enregistrer ton image, du coup, bah, tu viens ici et tu viens la mettre où tu veux sur ton disque dur. Donc moi, je vais la mettre dans mes temporaires. Par exemple, je vais appeler Suzy.
Hop, et là, tu as le format et tu mets du PNG. Et tu laisses en 8 bits parce qu'on s'en fout. Je vais pas parler de ça aujourd'hui. C'est beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Et là, tu fais Save as image. Et là, maintenant, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, tu peux venir fermer tout ça. Hop. Tu peux venir même fermer Blender si t'as envie, on s'en fout. Hop. Bon, je vais sauver au cas où si ça n'a pas fonctionné. Ce serait con. Tuto. Démo. D'accord. Voilà. Tac. Et là, du coup, je peux venir avec mon explorateur de fichiers, donc toi, ce sera simplement ton file explorer de Windows, d'accord, dans mes temporaires. Et là, je peux voir, en fait, si je regarde, donc on l'a appelé Suzy, hein, je rappelle. Voilà, Suzy est ici. Et si je double-clique ici, oh, c'est notre image, trop stylée, rendue devant nos yeux, bien belle, avec des, tu vois, on voit d'ailleurs les triangles, on voit les réflexions de lumière, les ombres, enfin c'est cool, non? Première image générée en 3D, un petit chasme comme ça, là, sur un sol, c'est quand même sympa, non? Tout ça en seulement, allez, 35 minutes. En 35 minutes, tu as pris un logiciel que tu n'avais jamais ouvert de ta vie. Des compétences et des skills que tu n'avais jamais imaginé tester. Alors peut-être que tu avais déjà vu d'autres vidéos avant, et d'ailleurs dans ce cas-là, tant mieux. Et tu as fait ta première image. Est-ce que c'est pas cool? Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool. Et justement, si tu trouves ça cool, et bah, tu vas trouver ce qui suit encore plus cool. Ce qui suit, c'est très simple. On a vu ensemble pas mal de petites choses. Ok, on a vu dans les premières parties de vidéo, tu te souviens, la théorie. Je t'avais même envoyé à la fin des vidéos sur un petit tuto qui te permettait de faire ta première image 3D avec la TAT. Ça te dit quelque chose? Bon, là on a vu les bases du logiciel. On a même sorti une première image avec tout le process. Cool, non? Et bien, ce que je te propose, c'est d'aller faire une autre petite formation de 7 jours. Totalement, comme d'habitude, toujours gratuit. D'accord? Où là, en fait, on voit ensemble les 7 erreurs qu'il faut éviter quand tu débutes la 3D. Voilà. Les 7 erreurs, ça va te permettre de te dire, oh là, je suis net, voilà. Ça va te permettre de te dire, ok, c'est les 7 erreurs, si je les fais pas, je suis sur le bonne base et je peux démarrer tranquillement et c'est parti, là. Le chemin pour être professionnel est tout tracé. Mais il faut évidemment éviter ces 7 erreurs que tous les débutants se mangent dans la gueule, genre vénère. Donc, les 7 erreurs de l'artiste 3D, si tu veux découvrir ça, ça se passe ici. Il y a une erreur par jour. C'est hyper cool, c'est hyper pédagogique et ça te permet de vraiment découvrir et de comprendre les bases de la 3D. Donc je t'invite à y aller, c'est gratuit, ça va être très bien. Et on se retrouve tout de suite, justement, dans ces 7 erreurs. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!